Dans votre session de mentorat aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale. Son nom est Gabrielle Bouchard. Elle est la présidente actuelle de la Fédération des femmes du Québec. Elle a été élue la première femme trans de la fédération. Gabrielle Bouchard étudie à l'Université de Concordia. Elle est également titulaire d'un certificat en justice réparatrice de l'Université Simon Fraser. En 2015, elle a également été co-récipiendaire du prestigieux prix Honoris du Conseil québécois LGBT. Donc sans plus attendre, je vous laisse découvrir votre session mentorat du jour avec votre mentor, Gabrielle Bouchard. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être mentor dans le programme Femmes prenons notre place. Ça me fait vraiment plaisir. La première question que je vais vous poser concerne le 100e anniversaire du droit des votes des femmes au Canada. Comme vous le savez, ce programme vient commémorer le 100e anniversaire. Est-ce qu'il y aurait une femme canadienne, politicienne ou activiste que vous admirez et pourquoi? J'ai maintenant 50 ans D'accord. et des femmes que j'ai eu la chance d'admirer et avec qui j'ai eu la chance de travailler durant ma vie à date sont trop nombreuses pour que j'en nomme juste une. Mais je peux dire qu'à travers celles qui continuent encore à m'inspirer ou qui m'inspirent présentement, qui sont pour moi des gens à qui je regarde pour voir comment ils font leur travail, j'essaie de prendre, de m'inspirer de choses qu'ils font. Il y a définitivement Madame la ministre Monsef, au niveau fédéral, qui est une inspiration, qui vraiment joue un rôle important au niveau de l'accès des femmes à plein de sphères au Canada. Elle fait des changements importants présentement au gouvernement canadien. Mais il y en a plein d'autres, comme Marie-Ève Boisvert du Conseil québécois LGBT ici au Québec. Bonnie de Dawn Canada, qui est pour moi une personne tellement importante et tellement inspirante. Hélène Gabriel de la Nation Mohawk ici, qui est vraiment inspirante et depuis la crise au cas d'Oka dans les années 90. Donc, c'est toutes des femmes qui, pour moi, ont joué un rôle à m'amener plus loin et à être capable de me dire, oui, ces femmes-là sont capables de le faire, voici des choses qui ont faites, donc qui m'ont inspiré à continuer à avancer. Très bien. Vous êtes présentement la présidente de la Fédération des femmes du Québec. Est-ce que vous pouvez nous parler des activités que la Fédération a en ce moment et de l'importance que ces activités ont pour vous? Oui. Présentement, la Fédération est dans un moment important de changement culturel. D'accord. Donc, on a un changement de culture au sein de la Fédération. Et le féminisme de tous les temps est quelque chose qui se fait dans des moments de tension, dans des moments de conflit, dans des moments où est-ce qu'on est inconfortable. La Fédération, à travers les années, a été extrêmement bonne pour créer ces moments inconfortables-là et à partir de ces moments inconfortables-là, passer à travers, les travailler et ensuite réussir à créer des consensus de plus en plus larges. Donc, je crois que là, on est dans un moment comme ça depuis quelques années où est-ce qu'on essaie d'avoir une approche qui est beaucoup plus intersectionnelle, qui permet d'inclure l'ensemble des femmes, donc d'avoir une compréhension que l'égalité, c'est pas juste entre femmes et hommes, mais aussi entre femmes nous-mêmes. Donc, la Fédération travaille beaucoup depuis quelques années à essayer d'accomplir cette intersectionnalité-là. Et par exemple, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait depuis que je suis là. On le faisait avant aussi, mais depuis que je suis là, on le fait aussi à différents niveaux. Donc, mon élection en était une, notre position sur l'inclusion des femmes qui ont différentes expériences dans l'industrie du sexe, et bientôt aussi une position pour les femmes musulmanes et un soutien qu'on souhaite très large de l'ensemble des expériences qui sont vécues par les femmes au Québec. Très bien. Vous êtes mentor dans ce programme en ce moment. Oui. Et l'utilité d'un mentor dans l'élaboration d'un projet, c'est quelque chose de, encore une fois, vraiment utile. Parce qu'un mentor, c'est une personne qui nous guide, qui nous conseille, qui quelque part aussi nous encourage. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un moment dans votre carrière ou dans votre vie où vous avez eu besoin de contacter un mentor? Oui. Je n'ai jamais eu de mentor formel. D'accord.
mais j'ai toujours eu des gens qui ont joué ce rôle de mentorat avec moi au travers de ma vie. Et je suis extrêmement reconnaissante pour les femmes et aussi les hommes qui ont participé à faire de moi une personne meilleure, plus active dans la société. Dans les moments où est-ce que j'ai eu des personnes qui ont joué ce rôle-là, par exemple, a été lorsque il y a eu des changements législatifs qui ont eu lieu au Québec au niveau d'une plus grande acceptation des personnes trans. Donc, à travers ce parcours-là, il y avait beaucoup de jargon législatif, il y avait beaucoup de processus législatifs, des choses qui se passaient à l'Assemblée nationale, avec lesquelles je n'étais pas très familière. Et j'ai eu la chance d'avoir des gens qui ont été là pour jouer ce rôle-là, de me donner un coup de main pour que je sois capable de comprendre ça, de m'écouter lorsque j'avais des frustrations par rapport à ces processus-là, qui ont eu la bienveillance de me donner ce que j'avais besoin pour être capable de continuer, sans nécessairement être celle qui le faisait à ma place ou encore qui me disait mot pour mot ce que j'avais à faire ou en tout cas qui me donnait la recette complète et qui la faisait pour moi. Donc ça a été un moment où est-ce que dans un moment législatif, il y a eu des changements à faire et j'avais pas tous les outils et j'ai eu la chance d'avoir des gens qui ont joué ce rôle de mentorat-là et qui m'ont aidé à atteindre les buts qu'on a eus avec ces changements-là. Exactement. Vous êtes la première présidente trans de la Fédération des femmes du Québec. Cette position et ce statut a été remis en question dès votre arrivée. Malgré tout, vous ne vous êtes pas soucié des critiques et vous avez continué vos activités. Quelles sont vos astuces pour brouiller les doutes environnants et les doutes externes qui remettent en question notre légitimité à gouverner? Oui. Comme femme en général, comme femme trans en particulier, je suis sûre que c'est la même chose comme femme racisée. On va toujours avoir plein de gens qui vont semer le doute. Et de savoir qu'il y a toujours plein de gens qui vont semer le doute, je pense que c'est notre premier outil. Donc, de savoir que ces gens-là vont venir, qu'il va y avoir des gens qui vont dire qu'on n'est pas capable de faire la job, qu'on ne représente pas tout le monde, qu'on ne peut pas faire cette job-là, que ça ne devrait pas être nous. Sachant qu'ils vont venir, c'est moins une surprise un petit peu. Parce qu'on a le temps de se préparer. On a le temps de se préparer et aussi, on a le temps de les ignorer. D'accord. Donc, je pense qu'à un moment donné, on doit avoir une espèce de petit sac là, magique avec de choses qui nous tiennent à cœur. Et aucun de ces commentaires-là devrait faire partie de notre petit sac de choses qui nous tiennent à cœur. Donc, quand on dit de ne pas lire les commentaires, allez pas lire les commentaires. Ouais. Allez pas lire les commentaires. Parce que c'est définitif que vous allez avoir, qu'il va y avoir des choses difficiles à lire, que ça va vous remettre en doute. Vous allez commencer à douter de vous. Et je crois que ça, c'est la première astuce, je pense que je dirais. Ce qui m'a permis de continuer, c'est de dire que je savais qu'il y a des gens qui s'objecteraient. Des fois, on ne sait pas jusqu'à quelle hauteur ou comment faire. Qu'on prend une décision consentie avec enthousiasme de faire quelque chose. Et à ce moment-là, on fonce en mettant aucune de ces personnes-là dans notre petite poche de choses qui nous tient à cœur. C'est un très, très beau conseil. Mettre en aparté tous ces doutes externes pour ne pas faire en sorte qu'ils deviennent des doutes internes au final. Et au final, ça vient nous toucher toujours. Hein? On s'entend, ça vient toujours nous toucher un petit peu. Oui. Mais on doit avoir des moments où est-ce qu'on prend soin de nous aussi à travers ça. Donc, genre de ne pas regarder les commentaires, ça fait partie des choses qui font qu'on... Oui, l'étape de base de prendre soin de soi. Et d'avoir la chance de déconnecter de ce qu'on fait. Donc, je suggère à toute personne qui s'implique dans quelque chose comme ça d'avoir des moments où est-ce qu'on peut définitivement, pleinement, profondément
déconnecter de nos projets. Et en faisant ça, ça nous permet de garder une petite distance, à tout le moins, même si c'est juste dans ces moments-là, mais d'avoir une distance par rapport au projet, aux enjeux et aux difficultés. Tout à fait. La violence sexuelle faite aux femmes et le harcèlement au travail étaient l'une de vos priorités. Pour 2018, ont-elles changé ou est-ce qu'il y a d'autres priorités qui se sont ajoutées? La violence faite aux femmes, le harcèlement au travail, la violence sexuelle sous toutes ses formes, a toujours été quelque chose qui était au cœur des préoccupations de la Fédération et va, d'après moi, toujours rester au cœur des préoccupations de la Fédération. Donc, d'année en année, ce qu'on tente de faire, c'est de lui donner peut-être une saveur différente ou de se pencher sur certains aspects de ces violences. Parce que les violences faites aux femmes sont immenses. Et variées, exactement. Donc, on ne peut pas, en une année, en une campagne, en une assemblée, toucher à l'ensemble de ces sujets-là. Donc, on doit choisir nos batailles. Donc, d'une année à l'autre, ce qu'on tente de faire, c'est de dire, OK, cette année, dans le contexte politique, dans le contexte dans lequel on est, qu'est-ce qui fait le plus de sens pour nous? Et comment est-ce qu'on peut faire avancer les débats, faire avancer les droits des femmes dans le moment spécifique, en tenant compte qu'on ne doit jamais se dire que les violences sont finies. Donc oui, en 2019, comme c'était en 2018, comme c'était en 1966, les violences faites aux femmes sont au cœur des préoccupations de la Fédération. C'est bon à savoir parce qu'il y a plusieurs de nos participantes qui ont au centre de leur projet les thèmes de violences sexuelles faites aux femmes. Et je me demandais, est-ce qu'il y avait des conseils que vous aimeriez leur donner pour démarrer un projet qui a pour thème du moins, les violences faites aux femmes. Parce qu'on s'entend que c'est quand même un sujet qui est complexe, dépendamment de l'angle qu'on veut traiter. Tout à fait. Chaque projet a une durée. Chaque projet a une grosseur, un budget ou une équipe et tout ça. Et chacun de ces facteurs-là devrait nous permettre de déterminer qu'est-ce qu'on peut prendre comme bouchée. Donc, on doit choisir, comme je disais tantôt, on doit choisir nos batailles. Et dans la création d'un projet comme ça, on doit définitivement choisir notre bataille. Donc, qu'est-ce qu'on peut, dans le cadre du projet qu'on fait, peut faire de façon réaliste? Et ça, c'est le premier obstacle qui est difficile. Donc, de savoir que quand on va commencer un projet, on va prendre une bouchée, on va en faire un petit bout, mais on va faire le petit bout qu'on est capable de faire dans un ensemble de femmes et de féministes à travers le monde qui font toutes des petits bouts. Donc, de commencer par bien déterminer qu'est-ce qu'on peut faire dans le scope du projet est la première chose à faire. Si on prend une trop grosse bouchée, on risque de manquer notre coup, on risque d'avoir un produit ou de quelque chose qui n'est pas fini. Et là, on va se sentir super mal parce qu'on va dire « je n'aurai pas atteint mon objectif ». Donc, de bien déterminer l'objectif est la première chose. Et l'autre chose qui est fondamentale, c'est de savoir pourquoi est-ce que je fais ça. Et là, quand je dis « pourquoi est-ce que je fais ça », souvent, beaucoup de ces enjeux-là sont personnels à nos expériences, sont personnels à ce qu'on a vécu. Et on doit être franche dans les raisons pour lesquelles on fait un projet. Est-ce que c'est un projet basé sur notre expérience à nous? Si c'est le cas, il faut être franche dans ce qu'on dit et de dire « ce projet-là va être basé sur mon expérience à moi ». Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est que on peut, en ayant ce genre d'approche-là, oublier plein de gens autour. Donc, selon moi, on doit s'assurer que lorsqu'on prend un projet et qu'on dit « pour qui est-ce que je le fais », qu'on s'assure qu'on détermine bien pour qui est-ce qu'on le fait, et aussi qui on oublie, ou qui ne seront pas inclus dans ce projet-là.
avoir la franchise de cette conversation-là au début du projet, c'est-à-dire quelle grosseur je peux faire. Je peux faire juste un tout petit projet. Il faut avoir la franchise de le dire, d'être capable de dire pourquoi est-ce que je le fais, pour qui est-ce que je le fais et qui sera oublié dans ce projet-là. Ce sont des choses extrêmement importantes à considérer lors du début du projet qui nous permet par la suite d'aller plus loin. C'est ça, avoir un objectif ciblé dès le Oui, oui. Dès le départ. On arrive déjà à la fin de notre Oui. entrevue. C'est la toute dernière question que j'ai à vous poser. Finalement, si vous aviez 3 conseils ou astuces que vous aimeriez que les participantes gardent en tête pendant l'élaboration de leur projet, quelles seraient ces 3 choses? Des choses qui ont été, toujours des avantages ou qui m'ont permis de faire des projets. Donc, 3 choses qui m'ont permis de faire ça. Être indulgente envers soi-même, mais ne pas être complaisante envers soi-même. Il y a un juste milieu entre les deux. Garder en tête pour qui est-ce qu'on fait ce projet-là. Parce que c'est facile de se perdre. C'est facile de faire des compromis, c'est facile de diluer, c'est facile de s'éloigner. Donc, de toujours revenir à la raison première pour laquelle on fait ce projet-là. Et la troisième, qui est tellement primordiale, c'est de trouver des façons d'avoir du plaisir. C'est vrai. On doit trouver des façons d'avoir du plaisir à faire nos projets. J'ai une militante américaine, Loretta Ross, qui est une militante contre la stérilisation des femmes noires, qui a été stérilisée elle-même, et qui disait, si nous, on n'a pas de fun à faire nos projets, à faire notre féminisme, à défendre nos droits, les autres ont déjà du fun à nous empêcher de les avoir, ces droits-là. Donc, on doit trouver une façon, à travers ce travail-là, qui est dur, qui est difficile, d'avoir du plaisir à le faire. Donc, il faut avoir du plaisir à faire les choses qu'on fait. Mais écoutez, merci beaucoup. Merci pour toutes ces réponses, ces conseils et ces astuces également. Et merci d'avoir pris votre temps pour répondre à toutes nos questions. Merci beaucoup à toi. Merci.